Eh ben, c'est parti. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinar, en présence de Alexis Krisev, associé fondateur du cabinet en conseil RSE Hatch. Merci pour, ta présence et Océane, experte RSE qui accompagne, l'ensemble de nos clients sur, le volet ESG chez Samy et puis qui a d'autres casquettes. Je vous fais, tout de suite la passe si, vous voulez, un peu mieux vous présenter Alexis. C'est à toi. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci Axel, Océane. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexis, tu as déjà tout dit. Je suis directeur associé du cabinet Hatch que j'ai monté en 2009, donc il y a 16 ans maintenant, et qui se consacre intégralement au sujet de RSE et de stratégie pour aligner les enjeux stratégiques des entreprises avec les questions de RSE. Est-ce que c'est moi qui passe les slides ou est-ce que c'est vous? C'est juste une C'est question que je moi vais qui vous vais les poser. passer, tu pourras me dire quand OK. tu veux que je les passe. Mais après, je pourrais Et donc, je présenter suis les. également, OK. Donc là, juste en termes d'intro, et je suis aussi fondateur d'une association que nous avons créée récemment qui s'appelle We Are Europe pour défendre l'ambition de durabilité de l'économie européenne avec beaucoup de professionnels européens, mais j'aurai l'occasion d'en redire un mot, je pense. Merci Alexis. Et Océane, si tu veux rapidement te présenter avant que je présente le sommaire. Ok, super. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Je suis très contente de voir du coup dans les invités quelques clients qui sont connectés pour venir voir le standard. Bienvenue à vous et puis ceux qu'on ne connaît pas évidemment. Je suis la Customer Success Manager de Samy sur le Hub ESG, c'est-à-dire que j'accompagne tous nos clients qui travaillent sur notre Samy Hub ESG, à la fois sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects fonctionnels. Et donc, les questions de standards, les questions de reporting sont au cœur de nos discussions en ce moment. C'est littéralement une question qu'on pose tous les jours. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce webinaire pour pouvoir l'aborder un peu plus amplement pour tout le monde. Super. Merci Océane. Et bah, tout de suite, la table des matières avec un programme assez chargé. Donc, introduction, présentation des speakers. Il y a quelques slides de présentation du cabinet Hatch. Alexis, sens-toi libre de revenir dessus ou de les passer. Pareil, Océane avec Samy. Ensuite, on fera un point qui nous semble nécessaire sur les obligations de reporting. Revenir sur les dernières évolutions. Ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver, mais ça nous semble vraiment essentiel de revenir dessus. Ensuite, Alexis vous partagera des recommandations, comment se projeter face à ce flou réglementaire. Pourquoi un nouveau reporting pour les ETI? Ouais, ça sera le cœur du webinar. Et puis, on vous fera une démonstration du cadre de reporting, des différents indicateurs, comment collecter les données et comment construire un rapport avec Océane directement sur le logiciel Samy. Voilà, un beau programme. Et Alexis, écoute, si tu veux redire un mot sur Ouais, Hatch, pardon. bon, j'ai dit l'essentiel, mais donc effectivement, Hatch, c'est un cabinet de conseil pure player de la RSE. On ne fait que ça depuis 16 ans maintenant, avec cette volonté de faire converger les enjeux stratégiques et les engagements sociétaux des entreprises pour bâtir une économie durable et inclusive. Je le dis presque par cœur parce que c'est notre raison d'être en tant que société à mission nous-mêmes. On travaille pour tous les secteurs d'activité et toute taille d'entreprise avec quand même une dominante assez forte sur les ETI et grands groupes, mais aussi des PME engagées qui veulent structurer et avancer dans leur démarche. Nos savoir-faire couvrent les questions principalement de notre cœur, vraiment de savoir-faire, c'est la stratégie avec pas mal de gens chez nous qui sont issus de l'entreprise et qui ont d'abord bossé à des postes à responsabilité en entreprise avant de se consacrer à la RSE, mais aussi des stratégies climat, évidemment les plans d'action, et on accompagne également sur le déploiement de ces sujets. On fait de la sensibilisation d'opérationnels et aussi de codir et de dirigeants et dirigeantes. C'est bien important souvent et c'est décisif. Donc, on fait des formats notamment de séminaires pour imaginer leur entreprise dans 10 ans, ce qui est toujours passionnant en se projetant dans un monde qui va pas mal changer dans les 10-15 ans qui viennent. Et puis, on accompagne également sur des logiques de labellisation, de notation, EcoVadis, Bicorp pour devenir société à mission. Et bien sûr, depuis ces derniers temps, beaucoup sur les problématiques de reporting volontaire ou réglementaire.
Et voilà. Enfin, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est en général reconnu comme conciliant vision très engagée et très pro-business, en partant vraiment de manière assez pragmatique des problématiques des clients qui sont les nôtres et en essayant de trouver les voies qui permettent d'avancer tout en prenant en compte les enjeux des entreprises que nous accompagnons. Et nous sommes, je l'ai dit, Bicorp, Société à mission et EcoVadis Gold. On essaye de s'appliquer à nous-mêmes ce que nous prenons à l'extérieur et de faire de Hatch un laboratoire aussi pour expérimenter toutes ces méthodes. Super. Et peut-être rapidement présenter le collectif We Are Europe. Oui. Donc We Are Europe, c'est une association, un collectif en effet que nous avons lancé. Vous en faites partie aussi, Samy, Océane, plusieurs personnes de chez vous. Mais en fait, on est plus de maintenant, on est près d'un millier de professionnels, dont 300 ça se passe sur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, c'est sur Discord qu'on a une communauté active. On est une association qui s'est constituée et qui s'est rassemblée au moment de la loi Omnibus, des mouvements géopolitiques un peu partout qui nous inquiètent et qui nous inquiètent en tant qu'humains, citoyens, citoyennes, mais aussi en tant que personnes conscientes de l'importance de la durabilité pour l'économie européenne. On pense que c'est une chance et un levier de compétitivité, de leadership même pour les entreprises européennes demain. Et quand certains tentent d'opposer durabilité et compétitivité et dire qu'il faut absolument reculer sur tous ces sujets pour que le business puisse s'épanouir, on pense le contraire et donc on essaie de se faire entendre. Donc la raison d'être et nos actions au sein de We Are Europe consistent à écouter les entreprises et les professionnels pour savoir ce qu'ils pensent vraiment, plutôt que de leur faire dire à leur place ce qu'on pense qu'ils pensent. Donc on mène des études, enfin bon, j'y reviendrai, les écouter, développer des outils pour les aider et puis amplifier leur voix pour que le narratif qui est hyper dominé ces derniers temps par ceux qui opposent durabilité et compétitivité soit rééquilibré et soit plus représentatif de ce qu'on pense être l'opinion de la majorité silencieuse. Voilà. Et on est présent dans une quinzaine de pays déjà. Les études que nous menons, on fait toujours attention à ce qu'il y ait des voix d'entreprises et de professionnels de toute l'Europe, parce que c'est aussi un truc qui manque sur ces sujets de durabilité. C'est souvent siloté ou à des échelles nationales, mais ça manque un peu de cette échelle européenne qui est pourtant celle qui est décisive pour nos sujets. Merci Alexis. Et je réponds juste à David avant de te faire la passe, Océane. Les slides seront bien partagés. Voilà, il y aura un mail avec le replay et différents contenus. Ah oui, donc là, je l'ai dit. Et donc, ce que fait concrètement We Are Europe, c'est 3 volets. Écouter, accompagner, outiller et amplifier. Donc, écouter, ce sont des enquêtes. On a fait une enquête qui a eu pas mal de retentissement sur ce que les entreprises pensent en Europe de la CSRD et d'Omnibus. Enquête qui a été beaucoup reprise avec une 60aine d'articles dans toute l'Europe, notamment dans les grands médias économiques, parce que elle mettait en évidence que la majorité des professionnels européens sont favorables à la CSRD, contrairement à ce qu'on disait. Simplement, il y avait des demandes d'aménagement, de simplification, d'accompagnement, de proportionnalité pour qu'on ne demande pas aux petites la même chose qu'aux grosses entreprises. Mais il y a plus de 60% des professionnels européens qui étaient favorables à la CSRD et au Pacte vert, et seuls 25% étaient favorables à Omnibus, donc à la révision totale proposée par la Commission. Donc on fait des enquêtes qui sont toujours des bases qui se veulent objectives. Hein. C'est une enquête qui a été faite avec des universités de premier plan, HEC, des universités européennes. Donc c'est vraiment, il y a un devoir d'objectivité et se fonder sur les faits plutôt que sur les opinions. Amplifier ce que pensent les entreprises. Pour ça, on fait des actions de communication. On va avoir des décideurs politiques européens et nationaux. On écrit des articles d'opinion, des tribunes, et on essaie de faire entendre ces opinions que nous collectons. Et enfin, le volet central, il y a beaucoup au sein de We Are Europe de professionnels de la durabilité, des experts comme nous, des responsables RSE dans les entreprises, des gens qui développent des outils et des plateformes comme vous. Et on met à contribution, on crée des outils, on les met à disposition des professionnels pour que continuent à avancer la transition des entreprises européennes, même si le cadre réglementaire, comme on le voit en ce moment, est moins contraignant. Donc, on développe des outils, on a un centre de ressources disponible sur le site weareeurope.group, GROUP,
qui permet d'avoir des bases d'impact, risque, opportunité qui ont été développées et mis en open source, des comparatifs des différentes plateformes pour la collecte de data, par exemple, et un certain nombre d'outils comme cela sont disponibles donc sur le Resource Center, des bonnes pratiques aussi sur comment mener une analyse de double matérialité, par exemple, et ce dont on va parler un peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire un standard de reporting qu'on a développé spécifiquement pour les ETI, et on va voir pourquoi et comment et ce qu'il contient. Très bien, merci Alexis. Et Océane, si tu veux rapidement présenter Samy avant qu'on enchaîne sur le cœur du webinaire. Oui, et pour faire le lien avec ce que disait Alexis, Samy est très engagé aussi dans We Are Europe, puisque la création de communs est quelque chose qui est historiquement très présent chez Samy. Ceux qui connaissent par exemple le plan carbone général comprennent qu'on veut faire passer tous ces messages-là de manière la plus ouverte possible pour former, pour partager sur les pratiques. Et We Are Europe nous permet de le faire aussi sur la partie ESG. Donc, en termes d'historique, si vous ne connaissez pas Samy, donc Samy, c'est un éditeur de logiciels et un cabinet de conseil qui a été créé en 2020, un logiciel carbone qui est très, très connu, qui a ajouté un hub ESG qui permet à la fois donc, de réaliser son bilan carbone, son plan climat, et également de faire son reporting ESG, des consultations parties prenantes et toute sa feuille de route sur sa démarche. On est 50 collaborateurs un petit peu partout, France, Portugal et UK, et on a déjà 30 millions de tonnes de CO2 en gestion chez nos clients. Et pourquoi nous choisir? Eh bien, vous avez à la fois la partie carbone et la partie RSE. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc un logiciel vraiment performant qui vous permet d'avancer sur votre durabilité. Mais l'outil ne fait pas tout. Comme on le sait bien, l'expertise est très importante. Donc, on est là pour vous épauler à la fois via des consultants et également via notre service support qui est là, comme je disais tout à l'heure, pas uniquement pour l'expertise technique, mais aussi pour les petites questions du quotidien, expertise plus fonctionnelle. Et enfin, Samy transmet ses connaissances via des formations qui sont reconnues et finançables, notamment la formation au bilan carbone et d'autres formations qui vont être certifiées Calliope. Génial. Et bien Alexis, si tu veux reprendre le micro pour faire un point nécessaire sur les évolutions en cours. Oui, alors je vais pas être trop rentrer dans les détails, mais enfin bon, je crois que personne ici n'ignore ce qui s'est passé en février dernier, c'est-à-dire la fameuse proposition de loi omnibus de la Commission européenne, qui a été un peu un élément déclencheur en tout cas, ça a été une étape très marquante pour si vous êtes confronté au sujet de durabilité dans vos entreprises, vous avez dû constater que ça a quand même marqué un moment, un coup d'arrêt général sur un certain nombre de démarches en cours. Je vais y revenir. Donc, la Commission a fait sa proposition de loi en février pour réviser et alléger ou simplifier, en tout cas c'est ça le mot d'ordre, les réglementations en matière de reporting de durabilité et plus globalement les réglementations liées à la durabilité du pacte vert européen. Il y a eu un certain nombre de discussions, un groupe de travail technique qui s'est constitué, et l'EFRAG, qui est l'organisme en charge de la constitution des normes sur ces sujets-là, a été mandaté pour réviser les normes de durabilité, donc les fameuses ESRS, dont vous avez sûrement entendu parler, ces normes de reporting, ces standards de reporting, pour les alléger et les simplifier. On a beaucoup parlé il y a 1200 points de données à reporter. C'était pas tout à fait vrai puisque c'était un maximum jamais atteint. C'était plutôt la quantité de normes existantes, de points de données existants potentiels. Mais malgré tout, il y a eu un mot d'ordre fort de simplification, de réduction et d'allègement. Et donc, l'EFRAG a été mandaté pour travailler à cela. Et l'EFRAG a publié un draft, c'est-à-dire une première version, au cœur de l'été, en juillet, qui est en cours de consultation et en cours de négociation jusqu'à fin septembre. Ensuite, donc le calendrier, c'est que les différentes institutions européennes, Commission, Conseil de l'Europe et Parlement, sont censés faire une
proposition soit d'accord avec ce qu'a proposé la commission, soit de retravailler et de proposer leur vision du sujet. Tout ça est mis en commun et ensuite au sein de ce qu'on appelle le trilogue européen, un consensus doit être trouvé entre ces trois institutions sur le texte final. Et ensuite, une fois que le texte final est adopté, voté, donc là en ce moment c'est au sein du Parlement qu'ont lieu les discussions les plus intenses sur ces sujets-là. Une fois que tout ceci est abouti, donc ce qu'on peut imaginer jusqu'à fin d'année à peu près, la fin du trilogue, à ce moment-là, une fois que cette réglementation est adoptée, elle doit être transposée en droit national. En général, en France, ces derniers temps, la France a plutôt transposé vite. D'autres n'ont pas toujours transposé certains sujets, mais on peut, en tout cas, la nouvelle version de ce reporting de durabilité sera transposée en droit français courant 2026, c'est ce qu'on peut dire. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce dessiné? Eh bien, un certain nombre. Attends, je veux bien qu'il y a juste une seconde. La slide d'avant, mais du coup, globalement, à ce stade, c'est encore en cours de discussion et c'est pas finalisé, comme je viens de le dire, mais ce qui se dessine, c'est que les seuils vont remonter, que les entreprises de 250 à 1000 salariés étaient incluses et désormais elles seront probablement exclues des obligations de reporting. Le Conseil a même proposé un deuxième seuil, qui est un seuil de chiffre d'affaires pour aligner la CSRD avec d'autres obligations à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a que le Conseil qui a proposé ça, donc on peut penser que ça ne sera pas retenu, mais on ne sait pas encore. Les ESRS simplifiés, un draft a été proposé et ils seront adoptés. Là, c'est par décret, donc ça va plus vite. Il n'y a pas besoin du trilogue pour adopter les ESRS simplifiés. Ça va être adopté courant novembre. Voilà, ce qu'on peut déjà dire en tout cas, c'est que ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entreprises qui au début étaient concernées à être incluses dans les obligations de reporting ne le seront plus. C'est plus que très probable. Voilà, et en particulier les entreprises de moins de 1000 salariés. Et on va y revenir. C'est bien pour ça que nous avons développé un outil pour elles. Ensuite, ce qui se dessine du draft, donc de la première proposition de la commission, ce qui est en cours de discussion, pas de la commission, de l'EFRAG, pardon. Donc, le retravail de ces normes et de ce cadre de reporting, eh bien, il fait déjà apparaître un certain nombre de choses, une simplification assez conséquente. Il y avait 803 points de données obligatoires, ce qu'on appelle les SHORL, donc les points de données obligatoires dans la première version des ESRS, et dans le draft qui a été proposé par l'EFRAG fin juillet, il y en a plus que 347 qui sont toujours répartis selon les 10 ESRS. C'était une question, on s'était demandé si finalement même la logique des ESRS allait être remise en cause, mais elle a été conservée a priori. Et donc, il y aurait beaucoup moins de points de données, mais répartis bien sur les 10 grands sujets de durabilité, 5 environnementaux, 4 sociaux et 1 de gouvernance, qui était cette segmentation qui a été instaurée par la CSRD, et qui apporte un vocabulaire commun assez bénéfique au sein des entreprises. Donc, réduction importante du nombre de points de données, simplification des exigences, avec un maintien de la double matérialité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plutôt une manière un peu aussi plus simplifiée de procéder à sa double matérialité, notamment pas d'obligation de noter l'ensemble des impacts, risques, opportunités pour les exclure. On peut simplement dire qu'ils ne sont pas matériels, on peut justifier sans aller mener une notation approfondie. Et puis certaines exigences sont simplifiées et clarifiées, et il y a beaucoup plus on est mieux guidé pour savoir ce qu'il faut faire au moment de publier sur un point de données ou un autre, et puis un certain nombre de points qui sont encore en discussion. Très bien. Et peut-être, Alexis, les recommandations que vous pouvez donner à vos clients dans cette période un peu particulière. Disons que ce qui se dégage, c'est que, et ce qu'on observe dans les entreprises que nous accompagnons et tous ceux et celles à qui nous parlons, c'est qu'évidemment, ce flou, sous couvert de simplification, ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, il n'y a pas eu vraiment une simplification. Il y avait plutôt des entreprises qui étaient lancées, qui avaient un cap, certes exigeant et une marche haute à franchir, mais qui étaient lancées, qui avaient souvent fait leur double matérialité ou quasiment fini leur double matérialité, parfois mené une analyse des écarts pour établir les données à collecter parce que les données étaient manquantes. Parfois, elles avaient même commencé leur collecte. Et donc, elles se sont retrouvées dans une situation où on leur a dit, a priori, ce sera plus obligatoire pour vous. En tout cas, vous avez au moins 2 ans de plus. Et donc, ça a généré
un peu un flou, parfois même souvent des situations pour les responsables RSE difficiles, parce que plus l'argument d'autorité est de la loi, c'est obligatoire, donc on avance. Et donc, et en plus, même pas de certitude sur finalement ce qu'il va falloir faire d'un point de vue réglementaire. Donc ça, évidemment, crée beaucoup d'incertitudes et de déstabilisation dans beaucoup d'entreprises, avec des mots d'ordre en interne qui sont parfois des injonctions un peu contradictoires. Il y a des entreprises, beaucoup, qui disent ben, nous, on veut continuer, quoi qu'il arrive, réglementation ou pas, on a conscience qu'on est en train de parler de, c'est l'occasion, petite parenthèse, de le redire, mais reporting sur quoi? On est en train de parler de reporting sur des impacts, des risques et des opportunités pour les entreprises. Donc, on est bien en train de parler de sujets qui sont susceptibles d'affecter la vie de vos entreprises aujourd'hui et demain encore plus. Donc, beaucoup d'entreprises, heureusement, ont conscience de l'importance de ces sujets. Une majorité dit on va continuer. Une majorité même dit on va quand même faire un rapport de durabilité, même si on n'est pas obligé. Mais elle se retrouve dans un questionnement sur mais on va le faire quand, on va le faire selon quel référentiel. Et puis, finalement, on a du temps en plus. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Donc, nous, notre recommandation au sein de Hatch, c'est de dire, en fait, là, le fait que l'étau réglementaire se desserre et que l'épée de Damoclès, attention, faut être conforme dans 6 mois, sinon potentiellement, vous serez pas dans la légalité, ou en tout cas, vous avez le gendarme réglementaire qui est une menace utile. Eh bien, on se retrouve à nouveau dans une situation de dire bon on va reprendre un peu notre destin en main nous dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on fait? Et donc ce temps supplémentaire dont on dispose, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce que nous disons, c'est que ce temps supplémentaire, c'est l'occasion de remettre la RSE dans le bon sens et du bon sens dans la RSE. On a beaucoup fait dominer la question du reporting ces 2 dernières années en raison de la CSRD dans les débats de la RSE. Pour celles et ceux qui étaient à ProDurable, qui est le grand salon de la RSE l'année dernière, ce sera dans 3 semaines, en octobre, sur les centaines de conférences qu'il y avait dans les ateliers, plus de la majorité était consacrée à la CSRD. Donc il y avait un peu une folie généralisée qui s'est emparée de tout le monde. Là, on ne parlait de RSE plus que sous l'angle du reporting. Ce qui est malheureusement est pas terrible parce qu'en fait, certes, ça faisait avancer les entreprises, mais ça faisait avancer les entreprises par ce que j'appellerais le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en fait ce qu'on va publier. Mais en fait, ce qu'on va publier, ça s'inscrit dans une réflexion plus globale qui est, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans la RSE, dans la durabilité et assurer ma transition. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est ce qui est affiché là, c'est mettre les étapes dans le bon ordre. Et souvent, certaines des entreprises à qui on a dit tu vas devoir reporter bientôt, n'avaient pas fait tout ça. Certaines l'avaient fait. Celles-là, pour elles, le reporting n'est pas trop douloureux parce qu'elles avaient déjà bien avancé, mais d'autres ne l'avaient pas fait. Les 4 grandes étapes, quand on veut mener à bien une feuille de route et une transition RSE de ce modèle d'affaires, eh bien, c'est d'abord d'identifier ces enjeux. Donc ça, c'est ce que vous permet l'analyse de double matérialité. C'est extrêmement vertueux et tout le monde s'accorde à dire que réglementation ou pas, faire une analyse de double matérialité, c'est vraiment précieux pour identifier vos enjeux les plus importants. La RSE, c'est pas faire tout bien, être bon partout, sur tous les sujets environnementaux, tous les sujets sociaux, tous les sujets de gouvernance. C'est identifier ce qui est important pour vous, ce qui vous caractérise et ce qui peut vous menacer ou au contraire vous présenter des opportunités. Donc, identifier vos enjeux, définir votre stratégie RSE et votre stratégie climat. La question du climat est centrale dans la plupart des organisations et en l'occurrence, l'Europe a réaffirmé l'importance, bien qu'il y ait un recul sur un certain nombre de réglementations, l'importance de la transition et de l'engagement climat est réaffirmée. Et de toute façon, dans une entreprise, on ne peut pas faire l'économie de cette question de comment le changement climatique m'affecte et est susceptible de m'affecter demain. Donc, définir votre stratégie RSE, la vôtre, celle qui vous correspond, celle qui est vraiment identitaire et qui repose sur vos enjeux. Ensuite, établir une feuille de route. Donc, rentrer dans le concret, c'est-à-dire dire, bon, voilà, c'est ça ma strat, mais comment je la déploie? À qui je donne la responsabilité de tel ou tel engagement, quels sont mes indicateurs, quels sont mes objectifs à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Enfin, c'est rentrer dans la construction concrète d'une feuille de route. Et enfin, la déployer, la faire vivre, la corriger, la piloter sa donnée pour pouvoir savoir si on avance dans la bonne direction, pour savoir s'il y a des difficultés. Donc, piloter la donnée s'inscrit dans cette logique. Et puisqu'on pilote la donnée, également, rapporter, faire un rapport, c'est tout à fait
utile et pertinent, c'est un point d'étape, ça permet de communiquer à ses parties prenantes, mais ça n'est pas une fin en soi. Donc, ce recul de l'obligation de reporting permet de se dire, bon, bah, j'ai un peu plus de temps, voire même je ne vais pas être obligé. Établissons une stratégie RSE intelligente, bien structurée, adaptée, bien dimensionnée, et prévoyons de faire un rapport au moment opportun. Très bien. Et Et Alexis, il une y avait fois une qu'on étape qui était très très importante dans le cadre de la CSRD, qui était la double matérialité. Quelles sont vos recommandations maintenant avec disons ça? que l'analyse de matérialité, ouais, comme je l'ai dit, donc là, c'est un petit schéma qui montre que, donc là, j'ai chanté l'autre schéma, mais en réalité, avec la CSRD, on était un peu dans une flèche qui partait de l'analyse de double matérialité, puis on allait directement à droite vers l'obligation de faire son analyse des écarts, collecter ses données, faire son rapport. Le fait d'avoir un peu plus de temps et d'avoir un cadre moins contraignant, c'est l'occasion de faire ça, c'est-à-dire de garder son analyse de double matérialité comme une base et un socle d'une RSE stratégique pour établir sa stratégie, sa feuille de route, déployer et piloter. Et alors, au moment où on se dit, bon, bah, allez, je pense que je suis prêt pour faire un premier rapport en 2026, peut-être 2027, selon votre niveau de maturité, là, se dire, je vais identifier le standard de reporting pertinent, je vais définir sur quel standard je fais mon reporting, je collecte mes données et je fais mon rapport. Et ça, c'est la bonne approche, selon moi, selon nous tous, je pense. Mais une fois qu'on a dit ça, se pose la question, du coup, de l'identification de ce standard de reporting. Et pour les raisons que j'ai évoquées, du coup, peut-être si on passe au slide, oui, donc on va pouvoir faire la transition. Mais du coup, se pose la question OK, mais du coup, quel standard je prends? Parce qu'une des forces de la CSRD, c'était, bien qu'elle soit très complexe, d'imposer un référentiel et un standard commun à tout le monde et de normer ces sujets de durabilité qui sont éminemment complexes. Et s'il n'y a pas de standard, chacun peut dire, ouais, je suis le champion de la durabilité et puis je vais communiquer tel truc et puis pas tel autre. C'est un peu confus et c'est d'ailleurs ce qu'on observe. C'est un peu le royaume du greenwashing s'il n'y a pas de standard commun, parce qu'on peut un peu dire ce qu'on veut et puis on peut se faire plus beau qu'on est parce qu'on va aller chercher les indicateurs qui vont bien. Et en raison du cadre que j'ai présenté en introduction, il y a une catégorie d'entreprises qui se retrouve avec plus rien de clair sur quel cadre utiliser. Ce sont les ETI, et notamment les 250 à 1000 salariés, à qui on a dit, vous devriez, vous n'allez plus être contrainte, et si vous voulez reporter, prenez VSME. Alors, VSME, c'est quoi? VSME, c'est un cadre qui a été créé volontairement, proactivement par l'EFRAG pour les entreprises en dehors des seuils. En dehors des seuils de la V1 de la CSRD. Donc, ça veut dire que c'est celle qui était à moins de 250 salariés. Et l'immense majorité de cette catégorie, ce sont des TPE, des PME, donc des entreprises de quelques salariés qui, évidemment, n'ont pas ni les ressources, ni la possibilité, ni le temps, souvent, de mener à bien toutes les étapes que j'ai décrites avec un travail approfondi sur leur stratégie RSE. Et pour elles, les SME, c'est vrai que c'est une base d'indicateur un peu incontournable qui est un peu le minimum requis pour commencer à piloter sa donnée extra-financière. Le problème, c'est que pour une entreprise de 500, 600, 800 salariés, parfois plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà structurée et qui a des vrais enjeux, des vrais impacts, des risques, des opportunités qui se matérialisent tous les jours dans son business, ça permet pas de piloter VSME, c'est insuffisant. C'est-à-dire que ce sont des données beaucoup trop sommaires et même souvent des entreprises, par exemple celles soumises à la DPEF, qui publiaient déjà, allaient déjà beaucoup plus loin que VSME. Et donc en réalité, VSME, beaucoup d'entreprises nous disent, et nous le pensons également, c'est insuffisant. C'est avec ça, et en plus, j'ai plus de dimension stratégique, il n'y a pas de double matérialité dans VSME, il n'y a pas d'analyse de sa chaîne de valeur, il n'y a pas de cartographie de ses parties prenantes. Donc en fait, toute la dimension stratégique pertinente est absente. Et en plus, les points de données sont en nombre très limité et donc insuffisants pour une stratégie, pour une RSE vraiment stratégique. Donc, pas très adapté. C'est le minimum vital, mais pas très adapté. Là, donc l'option B, c'est la CSRD complète. Donc, la CSRD complète, les entreprises ont suffisamment dit, c'était trop lourd, trop de choses, hyper contraignant d'aller collecter toute cette data. Et puis, on logeait à la même enseigne des grands groupes hyper habitués à la publication de données extra-financières parce que investisseurs, parce que obligation de reporting et de transparence.
et puis pour le coup, des ETI de 250, 500, 1000 salariés qui sont, pour le coup, aller chercher toute cette ambition et toute cette complexité, c'était difficile. Donc la marche est vraiment haute. Et par ailleurs, même s'ils vont être révisés, les nouveaux ESRS, ils vont rester quand même un peu plus larges, probablement, pour une entreprise qui n'aurait jamais reporté. Et en plus, on ne les connaît pas encore. Donc, on va les connaître a priori fin novembre, décembre. Et donc, là, le coup d'arrêt, là, il se prolonge, en fait, dans les entreprises. Donc, celles qui étaient déjà en mouvement pour commencer à reporter, elles se retrouvent dans un truc de la dynamique est cassée. Donc, il faut le plus vite possible pouvoir relancer la machine. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font. Donc, en fait, il n'y a pas de standard spécifique pour les ETI. C'est un peu les laissés pour compte de ce grand chambardement-là. Et comme souvent, elles se retrouvent au milieu du gué, un peu perdues, à ne pas savoir quoi faire. D'où l'initiative qu'a pris We Are Europe de développer un standard. Ah oui, et j'ajoute, l'EFRAG, mandaté pour réviser les ESRS pour les entreprises de la vague 1, donc les entreprises cotées, les grandes entreprises, n'a pas été mandaté pour réviser un référentiel pour les ETI. Et enfin, il n'existe pas de catégorie ETI au niveau européen pour les 250 amis. Donc en fait, toutes ces entreprises sont un peu paumées, pour le dire de manière prosaïque, et aimeraient bien que si elles se soumettent à un exercice de reporting, ce soit selon un cadre, d'une part, qui leur correspond, qui soit stratégique, et qui soit aussi de nature à leur permettre un peu de comparabilité les unes avec les autres, au niveau de leur secteur d'activité, au niveau de leur taille, au niveau aussi européen des différents pays. Donc, c'était vraiment utile et pertinent de se dire, on est plein de professionnels de la RSE, on a déjà fait plein de doubles matérialités, et donc, pourquoi on ne créerait pas notre propre standard? Et donc, nous avons décidé de lancer un standard de reporting dédié aux ETI. Et donc là, je passe la parole plutôt à Océane, je crois, à ce moment-là, pour que tu nous racontes comment on a fait ça, comment vous avez fait ça, et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, on a rassemblé un groupe de travail à We Are Europe avec un ensemble de référents RSE dans les ETI, de cabinets de conseil, de plateformes comme Samy, des fonds d'investissement également. L'idée, c'était d'avoir un peu une représentativité finalement, pour identifier quels sont les indicateurs qui seront importants, qui sont essentiels pour les ETI. Donc, entre mars et mai de cette année, on a réalisé, d'ailleurs avec une grosse participation de Hatch, ce premier standard et derrière la rédaction des application requirements de la même manière qu'ils sont faits sur les ESRS. Ils ont été également rédigés avec des conseils finalement sur comment reporter tel indicateur, etc. Pour que ce soit le plus simple possible pour l'ensemble des entreprises. Il y a eu une première phase de test, finalement, de revue par d'autres professionnels de juin à juillet, et également une intégration dans différentes plateformes, dont la plateforme Samy, pour que ce soit utilisé par un grand nombre. Et à partir du 9 juillet, on a ouvert ce standard à l'ensemble de We Are Europe. Donc, on a réalisé un webinaire et nous collectons des feedbacks depuis le 9 juillet pour avoir des retours de l'utilisation de ce standard. La prochaine étape, ça sera un déploiement un petit peu plus large. Donc là, on est en train de travailler sur une revue finalement de ces feedbacks pour faire des petites modifications et également un alignement, mais j'en parlerai après, un alignement avec les ESRS draft, puisque on veut vraiment fonctionner avec ce système de poupée gigogne. Et je reviens dessus tout à l'heure, où on a VSME, le standard Midcap SRS de We Are Europe et la CSRD. Donc, on se positionne exactement au milieu. On peut passer à la slide suivante. Ce qui est gardé dans ce standard, comme Alexis l'a précisé, les éléments qui sont très importants dans la CSRD, l'analyse de double matérialité. Donc, typiquement, si vous êtes déjà avancé sur la CSRD, en faisant votre analyse de double matérialité, vous pouvez la réutiliser, et on verra comment sur la plateforme, vous pouvez la réutiliser pour réaliser le reporting sur ce standard-là. Également, la cartographie de la chaîne de valeur et des parties prenantes sont aussi utilisées, c'est des essentiels de la RSE. Et quelque chose qui manquait dans la VSME, c'est ce qu'on appelle les Minimum Disclosure Requirements, les MDR, avec le détail des politiques, des actions et des targets, des objectifs.
Donc, tout ça, ça a été également réintroduit. Donc, vous allez pouvoir venir détailler finalement vos politiques, vos actions, vos objectifs et les communiquer en toute transparence à vos parties prenantes. Et enfin, il y a un dernier chapitre qui permet de reporter des sujets spécifiques, toujours sur le principe des MDR avec politique, action, objectifs et métriques, qui va permettre de prendre, s'il y a un sujet qui n'est pas traité par les différents enjeux de la même manière que ça ne l'était pas peut-être par les ESRS précédents, eh bien, vous allez pouvoir le développer et le reporter de la même manière. Donc, il y a 7 chapitres qui reprennent, on va dire, les ESRS de manière simplifiée. Le premier chapitre, information générale, c'est un équivalent de votre ESRS 2. Après, on a changement climatique, pollution, eau, biodiversité, utilisation des ressources et économie circulaire, les effectifs propres pour le personnel de l'entreprise et les parties prenantes externes qui viennent couvrir à la fois les consommateurs, utilisateurs finaux, mais également en fait, tous les autres S finalement de vos ESRS. Et enfin, moi là-dessus, Océane, c'est un parti pris qui a été fait, c'est dans un souci aussi de simplification. Donc S2, S3, S4 a été regroupé dans un seul chapitre qui s'appelle partie prenante externe. Pourquoi? Parce que d'une part, en fait, la logique de reporting sur ces parties prenantes successives, S2, les travailleurs dans la chaîne de valeur, S3, les communautés affectées, S4, les consommateurs finaux, c'était toujours la même logique. Donc, c'était sur différentes parties prenantes, mais il fallait toujours reporter les mêmes points de données. Et par ailleurs, on est nombreux à avoir constaté que parfois, il y a certaines parties prenantes qui n'étaient pas très bien intégrées, notamment si vous avez des clients B2B. On ne savait pas forcément toujours où les traiter, et donc on a préféré créer une catégorie qui s'appelle partie prenante externe, qui regroupe toutes vos parties prenantes. Et une fois qu'on a fait sa cartographie des parties prenantes, ça permet de savoir lesquelles et donc de documenter et de reporter sur celles-ci. Et puis, il y a un dernier chapitre, l'équivalent du G1, avec la conduite des affaires. Donc, ça nous donne à peu près 170 points de données avec un bon équilibre entre les points de données qui sont narratifs et ceux qui sont quantitatifs. Et puis, on va avoir donc 2 documents qu'on peut retrouver dans le standard qui est disponible sur le site de We Are Europe, un document Excel qui vient lisser l'ensemble des points de données et un document Word qui décrit finalement sur chaque point de données toutes les informations. Tous ces éléments-là, si vous avez le logiciel Sami, vous verrez, ils sont intégrés finalement à l'intérieur, donc vous pouvez retrouver toutes les indications sur chacun des points de données. Océane, juste, on a une question, alors peut-être que tu préféreras y répondre après. Mais la question, c'était l'avantage de VSME et de la CSRD, que cela permet d'avoir des rapports auditables par un OTI. Est-il prévu des discussions avec les autorités d'audit afin que le rapport MidCap soit auditable? Ouais. Tu veux Alexis, commencer, Océane? Moi, je peux dire quelques mots. Premièrement, j'ai dit tout à l'heure que personne n'était mandaté pour faire un référentiel pour les OTI. En réalité, il y a quand même une initiative qui est portée par l'ANC, qui est l'autorité des normes comptables, qui regroupe un certain nombre par définition, qui intéresse particulièrement les auditeurs, qui travaillent et fait des recommandations sur ce sujet-là. Et donc, on échange pas mal avec eux. Je précise aussi qu'au sein de We Are Europe, il y a des auditeurs, il y a des OTI, notamment des auditeurs de rapport de durabilité. Et oui, nous avons des échanges réguliers avec elles et eux. Ils ont même été intégrés au groupe de travail pour justement qu'on soit dans le bon dimensionnement et qu'on adresse les bons points. Donc, ouais, c'est un bon point. Mais oui, la volonté, on va le dire un peu plus tard, mais c'est que ce standard se généralise le plus possible, qu'il y ait de la comparabilité, qu'il soit disponible dans les outils comme Sami et qu'il soit auditable. C'est bel et bien cet esprit qui préside à notre démarche. Très bien. Et je prendrai la dernière question juste sur la slide d'après. Ça marche. Alors, je vais passer rapidement sur cette slide. C'est la présentation, si vous voulez aller voir le standard directement sur le fichier de We Are Europe. Vous avez du coup toutes les informations, un ID unique pour chaque point de données. Le mapping, j'en reparle juste après, avec les ESRS 7.1 et le VSME. Et après, une description de quelle est l'attente en termes de format et enfin, les conditionnels, puisqu'on a aussi quelques conditionnels sur ce standard.
Je vais passer un petit peu plus de temps sur cette slide-là, parce que c'est important que vous compreniez ce système de poupée russe, en fait, de poupée gigogne, pardon. C'est que absolument tous les points de données du VSME ont été repris. C'est-à-dire que si vous souhaitiez, par exemple, faire le VSME, ou si vous avez commencé à collecter, par exemple, eh bien, tous ces points de données-là sont déjà dans le standard. Donc, le standard peut vous permettre d'aller plus loin. Et également, on a été pioché dans les ESRS 7 ans pour savoir, on a été pioché des points de données qui nous paraissaient les plus pertinents dans le groupe de travail, qui manquaient vraiment finalement à la VSME. Donc, ça fait vraiment un intermédiaire. Il y a presque très peu, il me semble, presque aucun point de données qui ne proviennent pas soit de la VSME, soit des ESRS 7 ans. Donc, vous voyez ici le taux de couverture pour les ESRS actuels. Donc, quand on parle des ESRS actuels, c'est 7.1 qui avait été publié. Et on est en train de travailler sur l'alignement avec les ESRS draft, dans le sens où tous les points de données qui ont été rajoutés de l'ESRS 7.1, on va bien vérifier qu'ils sont aussi présents dans l'ESRS draft qui sera validé en novembre. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui vont probablement publier, même les entreprises du coup qui sont au-delà des seuils, qui vont probablement publier sur les ESRS l'année prochaine. Ils peuvent déjà commencer avec ce standard. Ils ont déjà commencé à collecter les données, une partie des données des ESRS, et donc basculer sur les nouveaux ESRS l'année prochaine en ayant fait une partie du boulot. Une partie de la préparation. Donc, c'est vrai que chez Samy, moi, je le conseille vraiment à beaucoup de clients qui ne savent pas trop quoi faire pour 2025, qu'ils soient soumis ou non au nouveau seuil. Parce que ça, déjà, c'est un standard qui est très cohérent par rapport au travail qui a été réalisé, l'analyse de double matérialité, etc. Même en termes d'engagement, tous les arguments qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant. Mais également, c'est une bonne préparation pour la suite, pour la CSRD. Est-ce que, Alexis, tu veux compléter peut-être ou... Tu as couvert les points du bas, les deux petits, c'est-à-dire parce que là, comme tu l'as dit, c'est le taux de couverture sur les ESRS dans leur première version. Mais du coup, on peut penser qu'à terme, ça représentera plutôt 50% du nombre de points de données de la version pour les entreprises soumises. C'est peut-être l'occasion de répondre à une autre question qui était c'est une belle initiative, néanmoins, est-ce que ce standard fait maison ne risque pas de rajouter de la complexité dans un contexte où les ETI sont déjà en difficulté sur ces sujets? Bah, justement, la volonté, c'est pas d'ajouter de la complexité, c'est de donner un guide à celles qui n'en ont pas et qui sont pris entre deux feux, en fait. J'essaye de comprendre, mais en sous-jacent dans cette question, il y aurait de se dire c'est quoi qui est plus simple? Bah, ce qui est plus simple, c'est effectivement peut-être VSME, c'est encore plus simple, mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est insuffisant. Donc en fait, si vous pensez que la VSME vous suffit, bah, peut-être que comme première étape pour un premier reporting, on voit certaines entreprises qui utilisent VSME, mais beaucoup trouvent que c'est insuffisant et qu'elles ont plus de choses à présenter et à dire, et que ça permet pas de piloter les données stratégiques, pas toutes les données stratégiques en tout cas. Et si vous êtes dans le cas où vous dites, bah, en fait, on aimerait quand même aller plus loin, eh bien là, non, là, on pense que ce standard, il apporte justement de la simplification et de l'uniformisation, parce que sinon, une des difficultés des responsables RSE, dont vous faites peut-être partie, c'est que il va y avoir de nouveau des sollicitations hyper diverses. Les fonds d'investissement vont demander un truc, les banquiers un autre, des assureurs un troisième, les grands donneurs d'ordre, si vous répondez à des appels d'ordre, vont demander d'autres data. Et là, la volonté qui nous anime, c'est de dire non, mais il faut uniformiser. En fait, il faut un truc commun. Là, par exemple, je parlais juste avant à une ETI qui disait j'ai rendez-vous avec mes investisseurs ce soir, c'est de nouveaux investisseurs. Ils sont arrivés, ils nous ont dit qu'ils avaient beaucoup d'ambition, qu'il fallait qu'on fasse attention sur les sujets RSE et qu'on présente ce qu'on fait. Mais je vais pas me laisser imposer leur référentiel. Je vais venir avec le référentiel VR Europe et moi, je veux qu'ils acceptent ce référentiel. C'est déjà celui que j'utilise, il couvre suffisamment de points de données. Donc, nous, le but, c'est de leur simplifier la vie, c'est pas de complexifier. Et donc là, vraiment, c'est ce qu'on a essayé de vous démontrer là. Il y a un trou dans la raquette et donc, c'est cet entre-deux qui est bien dimensionné, 50 points de données. Et enfin, demain,
On ne connaît pas encore la version finale des ESRS 7.1, comme tu disais, Océane, mais dès qu'ils seront connus, on va ajuster ce référentiel pour qu'il soit réellement une imbrication de l'obligation pour les plus grosses. Voilà, mais donc là, ça décrit un peu ce qu'on vient de dire, mais le but, c'est d'en faire un standard qui soit la référence pour les ETI européennes. Il commence à y en avoir pas mal qui l'ont adopté. Il y a des plateformes comme vous, Samy, qui l'ont intégré et qui permettent, et là, tu vas le montrer, Océane, mais de faire ce reporting selon ce standard. Et puis aussi des investisseurs, des fonds d'investissement, des auditeurs. Enfin, et on va aussi aller voir des décideurs politiques au niveau européen pour que au moment de se demander pour les ETI, on prend quoi? Eh bien, ce standard s'impose. Je laisse un peu de temps parce que je vois que ça file. Très bien. Et Océane, si tu veux partager ton écran peut-être et on passe à la démonstration avec un cas concret dans l'application. Oui, c'est parti. Génial. Alors, je vous mets dans la situation où beaucoup d'entreprises sont probablement. Vous avez terminé votre analyse de matérialité et évidemment, vous ne savez pas à quel reporting choisir. Vous avez établi vos seuils, vous avez un certain nombre d'enjeux qui sont matériels. Lorsque vous allez dans votre standard, là, on le voit dans la liste des standards ici, vous allez pouvoir réutiliser cette analyse de double matérialité en choisissant les exigences de publication. Ici, vous voyez tous les chapitres qu'on a cités tout à l'heure qui sont présents et on voit que certains enjeux sont matériels. Je vais tout simplement sélectionner les chapitres qui correspondent aux enjeux matériels de manière automatique. Si je souhaite, je peux compléter, par exemple, je voudrais aussi reporter sur la conduite des affaires et on peut voir les détails aussi qu'il y a, les différentes exigences de publication qu'on peut retrouver à l'intérieur de chacun de ces chapitres. Donc, vous pouvez en enlever si vous souhaitez ou en rajouter de manière volontaire. Et lorsque je viens choisir mes exigences de publication, je me retrouve avec l'ensemble de mes exigences de publication ici, ainsi que les différents points de données. Donc, vous le voyez affiché. Lorsque vous voyez des petits tags à configurer, c'est généralement qu'il y a une question qui doit être répondue pour dire si vous devez reporter ou pas une information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le conditionnel, tout simplement. Donc lorsqu'on rentre à l'intérieur d'une exigence de publication, vous retrouvez votre analyse d'écart, comme vous aviez l'habitude, avec les différents points de données à reporter. Et pour chacun des points de données, vous voyez qu'on a des détails, les chapitrages finalement des applications de requirements qui sont détaillés pour chacun d'entre eux. Donc, vous savez exactement quelle est l'information qui est demandée. Et après, vous pouvez répondre aux petites questions. Là, par exemple, avez-vous obtenu des certifications liées à la durabilité ou au label? Si vous répondez oui, on va avoir une donnée supplémentaire qui est demandée. Donc, vous pouvez faire votre analyse d'écart en disant je possède déjà cette information, voir un petit peu quelles sont les informations qu'on va avoir, les suivre. Et après, on va rentrer dans la campagne de collecte. Et dans la campagne de collecte, vous allez pouvoir répartir finalement ces différentes données auprès de vos collaborateurs. Vous pouvez répondre automatiquement si vous le souhaitez ou rajouter un responsable pour cette donnée. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai un Martin Diemo par ici. Donc, je vais lui attribuer des indicateurs à répondre. Je vais aller voir peut-être aussi des indicateurs on va lui parler de risque climat. Sur les risques climat, je vais rajouter Martin. Et puis, j'ai plusieurs sites aussi, donc je vais pouvoir également de l'avoir par ici. Donc, ici, par exemple, j'ai un indicateur que j'ai réparti par unité organisationnelle. J'ai un site de Paris, j'ai un site de Lyon. J'aimerais que Martin y réponde uniquement pour le site de Lyon. Donc là, vous voyez un petit peu comment fonctionne notre collecte collaborative. Et une fois que Martin se connecte, je suis connectée en tant que Martin, il retrouve tous les indicateurs qu'on lui a demandés et il va pouvoir rentrer à l'intérieur
de ces informations et pouvoir répondre directement à ces indicateurs de manière très simple. Bon, là, c'est des booléens, donc effectivement, c'est très simple. Mais on va avoir du narratif, par exemple, également, ou différents autres formats. Donc, vous voyez un petit peu comment fonctionne notre module de collecte et le gros avantage de pouvoir reporter sur ce standard, c'est que si je rajoute d'autres standards ici, par exemple la BSME ou la CSRD, eh bien, je vais avoir dans ma liste des indicateurs, donc vous voyez ici référentiel concerné, je vais pouvoir également voir les indicateurs qui ont été collectés sur un standard et qui vont pouvoir être réutilisés sur un autre. Donc, c'est ce qu'on appelle le multi-référentiel. Ça, c'est très important chez SAMU Hub ESG, puisque vous pouvez aussi nous demander, par exemple, de saisir des questionnaires d'investisseurs qui ne veulent pas suivre le standard, imaginons. Nous, on les intègre. Vous les retrouvez dans votre liste de standards et on fait la correspondance entre les données du standard sur lequel vous reportez et de ce questionnaire investisseur. Et donc, lorsque vous collectez l'information une fois, elle se retrouve pour tous les standards, questionnaires ou autres normes et labels sur lesquels vous devez faire un reporting. Et ça, c'est assez puissant et c'est toujours dans l'idée de faciliter la vie du référent RSE. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Et puis après, vous pouvez évidemment faire un suivi d'où est-ce qu'on en est sur la collecte. Savoir, Martin, il lui manque encore des informations à fournir. Et évidemment, vous pouvez utiliser l'ensemble des autres fonctionnalités de notre plateforme. Et une chose que je n'ai pas montré, c'est que, par exemple, vous pouvez venir ajouter des documents ou des liens et avoir une bibliothèque de ressources qui vous permet de bien justifier votre reporting, ce qui peut être très intéressant en termes d'audit. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide histoire de nous laisser un petit temps pour les questions, mais si jamais vous avez des questions sur la plateforme, je peux revenir dessus. Merci beaucoup, Océane. Il y avait une question pour toi, Alexis, je ne sais pas si tu l'as vue. Merci. Dis-moi la dernière. Exactement. Oui, merci pour votre réponse, Alexis. Où est-ce qu'on peut trouver la liste complète des parties prenantes qui ont parrainé et ou contribué à l'élaboration de ce nouveau standard? On allait vous partager, c'est sur, je crois, le dernier slide de la présentation, les liens vers l'endroit où vous pouvez retrouver. Ah non, peut-être on a oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave, c'est assez facile à trouver sur weareeurope.group. Donc, c'est le site de We Are Europe, donc weareeurope.group. Quand vous arrivez sur la page d'accueil du site, il y a un plus en haut à droite et c'est ce qu'on appelle le Resource Center. Donc là, vous rentrez dans le Resource Center et vous trouverez toutes les ressources et outils à disposition des entreprises pour notamment une base de données d'IRO sectorielle, le guide pour mener sa double matérialité de manière pertinente et stratégique et ce référentiel Midcap. Et dedans, il y a toute une page qui explique la raison de la création de ce référentiel et aussi les personnes et la manière dont on a procédé pour le réaliser. Mais pour répondre brièvement, donc il n'y a pas de liste complète de la liste nominative de toutes les personnes qui ont fait partie de ce groupe de travail, mais il y a eu plusieurs réunions de travail avec au total, je pense, une trentaine de personnes qui ont été impliquées de différentes organisations, d'entreprises expertes, auditeurs, ETI concernés, fonds d'investissement. Et nous sommes en contact également avec des personnes de l'EFRAG et avec des décideurs politiques au niveau national et européen pour favoriser l'adoption de ce cadre. Et après, on a toutes et tous des clients qui commencent à se dire qu'ils vont publier en 2026 leur premier rapport de durabilité. Parmi ceux-là, nous, en tout cas chez Hatch, on leur propose d'adopter ce référentiel quand c'est pertinent, mais c'est pertinent pour la majeure partie d'entre eux. Et nos petits camarades des différentes organisations que nous connaissons font pareil. Et je crois qu'Océane, tu m'as dit aussi que vous aviez plusieurs clients qui avaient commencé à adopter ce cadre. Oui, là, je crois qu'il y en a 5 ou 6 maintenant.
Voilà, et j'ai parlé hier avec une entreprise d'énergie renouvelable en Autriche qui s'apprêtait à se lancer et qui s'était dit je vais faire les SMM et qui s'est dit ah bah c'est bien parce qu'on avait plus de data donc ça nous permet d'aller faire un truc un peu plus adapté à ce que nous avons déjà comme données et ce que nous aurions envie de mettre en avant. Et donc on se démène tous là pour que ce soit le plus largement possible adopté. Très bien. Et puis bah, peut-être dernière information avec ProDurable qui arrive très vite. Je ne sais pas de votre côté, Alexis, mais nous, il nous reste quelques places pour inviter. Oui, nous aussi on a quelques invitations. Ouais. Voilà, donc je mettrai le mail d'Alexis dans le mail de replay, puis le mien également si vous désirez nous retrouver. Voilà, ça s'annonce très riche avec énormément de conférences très intéressantes. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre aux mails. Je pense qu'on a fait un bon tour. Et peut-être On pour n'a pas répondre d'autres. à la dernière Ouais, vas-y. question, le fichier de l'ensemble des data points, il est vraiment présent du coup sur le site de We Are Europe. On va dans le centre des ressources, on descend tout en bas et on clique sur le reporting et sur la page, vous avez l'accès au fichier. C'est quelque chose qui est vraiment ouvert. Et puis, si jamais vous êtes client Samy, faites juste une demande au support et je vous l'ajoute sur votre compte. Super. Et j'en profite, puisqu'il reste 3 minutes, pour vous dire que We Are Europe est un collectif de professionnels ouverts à toutes et tous. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. Si vous avez envie, vous aussi, de vous engager ou au moins d'être tenu au courant de ce que nous faisons. Nous travaillons sur de nombreux sujets. En ce moment, là, nous menons une étude sur le sujet de la CS 3D, donc ce que pensent les entreprises du devoir de vigilance, qui est lui aussi assez fortement, même encore plus menacé que les obligations de reporting. Et donc, nous menons une enquête à relayer auprès des entreprises de plus de 1000 salariés cette fois. Mais voilà, beaucoup d'actions et beaucoup d'actions vont se déployer ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est beaucoup fait à la force et à l'énergie de nos membres. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus si vous voulez nous prêter main forte pour continuer à faire porter la voix des entreprises qui croient que la durabilité est une chance pour l'économie européenne. C'était une belle conclusion. Merci beaucoup, Alexis, pour ta présence. Je sais que tu es très sollicité. Merci, Océane. Et puis, merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Vous recevrez un mail avec le replay et les slides et les différentes ressources nécessaires dans l'après-midi, je pense. Voilà. Merci à vous pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.